Dans ce résumé, vous ne verrez pas. Des millennials sur TikTok. Il bouge les lèvres comme si c'était qui chante. Hein. Des jumpscares éclatés. Oh, même pas peur. Un diplodocus qui nous donne des ordres. Non mais sérieusement, pour qui ils se prennent ceux-là? De la violence. Ouh, c'est caca, ne refaites pas ça chez vous les enfants. Et des expressions qu'on n'a plus entendues depuis 1988. Jurassic World, je suis pas fanat. Alors si rien de tout ça ne risque de vous manquer, installez-vous confortablement. Générique. Ok, alors le film s'ouvre sur des scènes de vie de l'ère du Crétacé. Et attention, avant de tirer à balles réelles sur le film, faut le dire, le film est beau. Genre très beau. L'image, le grain, à ce niveau, c'est imperfect. C'est quand on revient au présent que ça se gâte. À la fin du précédent opus, Fallen Kingdom, les dinosaures ont envahi les zones habitées. Et là, comme pour marquer la continuité, on voit un T-Rex envahir un ciné en plein air. Et dès la première scène, il y a rien qui va pour un film de cette trempe. Le projecteur qui prend feu sans raison, regarde-les ceux-là. Quand on ne même pas les hurlements de terreur à 5 mètres derrière, c'est pas la loose sérieuse se faire attaquer par un T-Rex et mourir renversé par une 405 de 2002. Et ces deux petits vieux là. Fuyons, Martine, passons directement sous le pied de l'animal, ça me semble être une bonne stratégie. Bref, ça me saoule déjà. Et comme dans le 2, on a un documentaire qui plante le décor et qui nous montre un monde qui doit apprendre à cohabiter avec les dinosaures éparpillés partout sur la planète. Mais ouf, on est sauvé, le gouvernement a confié la tâche de rapatrier tous ces dinosaures à la société Biosyn. Biosyn, phonétiquement bio-syn, littéralement le péché biologique, ça annonce un peu la couleur pour la suite. Et dans ce même docu, on voit son PDG vanter les mérites de son entreprise. Et comme d'hab, quand une boîte te dit qu'elle est vertueuse, éthique et écolo, tu peux être sûr que c'est tout le contraire. Bonjour, je suis le stéréotype du méchant blanc quinquagénaire à la tête d'une multinationale qui fait passer ses bénéfices avant l'intérêt du monde. Vous m'avez certainement déjà vu dans Robocop, Don't Look Up ou une pandémie récente. Sans transition, on retrouve Claire, toujours pris de remords depuis le premier opus, qui essaie de sauver avec son équipe les dinosaures qui se font braconner un peu partout. Mais l'aventure prend fin quand le geek de service décide de tout arrêter parce qu'il a trouvé un autre boulot. J'ai été contacté, on m'offre un vrai job. On enchaîne les retrouvailles, cette fois avec Owen qui capture des dinos pour l'Office national des eaux et forêts. Et voilà, c'est ça qui m'ennuie. On sait pas pourquoi ils font ça. On sent que c'est juste un prétexte pour faire une scène de course chevaux dinos. Et y a pas à dire, hein, la scène est cool. Clairement un clin d'œil à la scène stylée Motoraptor du premier opus. Mais à l'époque au moins, il y avait un but, ça s'inscrivait dans l'histoire. Là ils nous mettent ça dès les premières minutes du film, sans raison. Bref, Owen arrive à en capturer un, et là encore ils nous ont mis le coup de la paume de la main magique qui rend tous les dinos dociles et obéissants. Face à un dino, mon premier réflexe, ce serait pas de lui donner mon bras à bouffer perso. C'est vraiment le Joker scénaristique par excellence ce truc. Tu sais quoi, on va les compter juste pour le fun. Ok, par la maman. Un peu plus loin, ils se font piquer le dino par une bande de braconniers dont les gros plans nous forcent à retenir le visage tatoué du chef. Je t'avais jamais vu reculer devant une bagarre. Quand on se fait braquer par 5 fusils, j'appelle pas trop ça une bagarre, moi perso. J'ai des obligations. Et l'obligation en question, t'as deviné, c'est Maisie, l'enfant cloné du deuxième opus, et tout ce beau monde vit reclus au fond de la forêt avec Owen et Claire qui font un peu office de parents. Donc là, théoriquement, ils devraient tous nager dans le bonheur. C'est non. Et oui, parce que comme je t'ai dit, Maisie, c'est un clone, elle est recherchée un peu partout, du coup, interdit de s'éloigner du chalet ou de parler à qui que ce soit. T'es sûr que t'as pas traversé le pont? Arrête, j'ai pas traversé le pont, je te dis. Elle est en mode Guantanamo, la petite. Mais Owen, qui a un peu endossé le rôle de père, lui donne quand même des conseils bienveillants. Tu veux savoir comment gagner quand tu te bats? Tu laisses l'autre te porter un coup de couteau. Quoi En fait, ce que tu veux, c'est une technique de self-défense homéopathique quelque part. Goddamn right. Voilà, je t'ai planté le décor, on a les personnages, qu'est-ce qui manque? Ah oui, Blue. Alors, pour ceux qui débarquent, pas celui-là, pas ceux-là, mon dieu, non. Celle-là. Elle vit à présent dans la forêt à quelques pas du chalet, et si la mise en scène insiste autant sur son enfant, c'est que c'est important pour ce qui va suivre, et ce soir on mange... Ça y est, on a retrouvé tous les personnages de la saga et replanté le décor, l'intrigue peut vraiment commencer. L'intrigue commence dans une ferme du Texas qui subit une attaque de sauterelles du Crétacé. Et attention, un 4 kg l'engin, c'est des petits missiles, et quand je te dis missiles... C'est pas juste une façon de parler. Sur quoi on assiste au retour de Ellie Sattler qui leur vient en aide, elle constate que les champs sont ravagés, comme on peut le voir, des références au Jurassic Park de 93, on va en manger tout le long du film. Mais elle constate en même temps que les champs aux alentours qui utilisent les graines Biosyn sont complètement intacts. Donc elle va demander de l'aide à... Alan Grant. Et elle arrive à le convaincre de la suivre au siège de Biosyn car elle a reçu une invitation de Ian Malcolm. Et voilà, en moins de 3 minutes, on a réintégré toute l'équipe du premier Jurassic Park. C'est du fanservice à pas cher, un peu bâclé, mais bon, ça a son petit effet quand même. Donc après une autre référence à Jurassic Park, ils arrivent au siège de Biosyn et filent voir Ian Malcolm qui pile à ce moment-là donnait une conférence clairement antispéciste. L'être humain n'a pas plus le droit à la sécurité ou à la liberté que toute autre créature vivante sur cette planète. Espèce d'enfoiré de sale communiste! Ian leur explique qu'il a découvert le complot au sujet des sauterelles. Les sauterelles font partie d'un projet appelé Hexapod Allié. Vous avez compris leurs intentions. Et il donne un pass à Alan et Ellie pour qu'ils aillent récolter de l'ADN au sous-sol en guise de preuve.
Pause. Ça, c'était le premier arc narratif. On retourne dans le Nevada, tu te rappelles du méchant à la gueule tatouée? Et ben quand il lui a piqué le dino, il a reconnu Owen. C'est le moment, faut y aller. Pas encore, on veut la petite. Son boss l'a donc missionné pour enlever Maisie et le bébé Raptor, les deux seuls clones au monde qui sont nés d'un seul parent. Et après qu'Owen nous ait rebalancé un... Par la maman. Les deux se font kidnapper d'un coup. On lui a pourtant dit de pas s'approcher du pont. Donc Blue, elle a le seum contre la race humaine, Par la maman. mais Owen lui promet de ramener son enfant dans un français impeccable, parce que tout le monde sait que c'était la langue officielle des Raptors en moins 65 millions d'années avant Jean-Claude. Je te la ramènerai. Donc le plan pour récupérer Maisie, c'est de faire appel au geek du début là, qui à présent bosse à la photocopieuse de la CIA. Et c'est pas une image, hein, regarde. Mais malgré son poste et son ancienneté 3 jours, le mec a full access à tous les dossiers, et il leur sort le nom du kidnappeur, Il s'appelle Reine de la Cour. ainsi que le lieu et la date de la prochaine transaction. Il y a une transaction à Malte demain, paiement à la livraison. Et sois attentif, parce que ce qui suit, c'est pas une scène, c'est plutôt un tuto qui nous explique comment intégrer un Omar Sy dans un scénario. Oh. Dans le 1, son personnage Barry, il tenait les trousseaux de clés, s'il te plaît. Et là, pour les besoins du film, tiens-toi bien, il a été recyclé en agent secret français. Et attends, c'est pas fini, hein. Comme par hasard, il est en mission pile sur le lieu et le jour où Owen et Claire doivent aller de nuit. Il faut que je lui parle. Bon, je vais t'expliquer. Le réal du 1 et du 3, où apparaît Omar Sy, c'est Colin Trevorrow. Le 2, en revanche, c'est Juan Antonio Bayona qui s'en est occupé. Et lui a pas trouvé pertinent de faire revenir le personnage de Barry. En plus, la prod trouvait que l'anglais d'Omar Sy était pas assez bon sur les plateaux de tournage. Alors pourquoi Trevorrow voulait absolument Omar Sy, tu vas me dire? Ben, sa femme là, elle est française. Donc, petit coup de presse à la baraque pour que son mari inclue Omar Sy dans les prods, quitte à tordre le scénario ou créer des personnages complètement inutiles. Owen et Claire arrivent à Malte, qui est devenue la plaque tournante mondiale des dinos de contrebande. En parallèle, toujours à Malte, atterrit Maisie et le bébé Raptor, qui sont remis à une espèce de méchante de James Bond par une pilote d'avion, clairement une réplique de Han Solo. D'ailleurs, on connaît pas encore son nom, on va l'appeler Han Solo, tiens. Notre Omar Sy national intercepte Owen et Claire, et ils les embarquent dans un marché clandestin où s'échangent les dinosaures de contrebande. C'est là qu'ils ont le plus de chances de trouver de la cour. Et une fois de plus, c'est dommage parce que la photographie du film est vraiment belle. L'ambiance du lieu là, ça me fait penser à la cantina de Tatooine dans Star Wars. Il y a des persos atypiques, d'autres qui transpirent la cupidité, il y a même une arène de combat pour dinos, s'il te plaît. Bref, sur le plan cosmétique, c'est un sans faute. Et la pilote Han Solo là, elle vient taper la discute à Claire qui cherche désespérément sa fille. Et on sent qu'elle est touchée, hein, mais dans un premier temps, elle répond. Désolé, je peux pas me mêler de ça. Owen et Omar, eux, arrivent à pister de la cour, mais la CIA fait échouer leur track en intervenant tout en subtilité. Il pleut des balles des deux côtés, mais évidemment personne n'est touché, et la méchante là, poursuivie par la CIA, libère des atrociraptors pour gagner du temps. Espèce complètement inventée, mais comme l'Indoraptor du deuxième opus, ils sont dressés pour tuer la cible qu'on leur désigne au laser rouge. Franchement, si t'arrives à pointer ton laser sur quelqu'un que tu veux dessouder, est-ce que ça, c'est pas plus propre et moins encombrant que ça? Je pose la question, hein. Owen, lui, poursuit de la cour jusque dans le marché clandestin parce qu'il faut bien rentabiliser les décors, et pour faire diversion, de la cour libère 2 carnotosaures. Bon, c'est pas un souci pour Owen grâce à son double pouvoir magique. Par la maman. Par la maman. Et pendant que des PNJ restent immobiles en attendant de se faire bouffer, de la cour balance l'identité de la méchante qui s'est occupée de la transaction de Maisie, et Claire la prend en chasse. Non mais d'où un taser ça peut envoyer quelqu'un dans un autre département, sérieux. Vaincue, elle finit par avouer que Maisie est en route pour le siège de Biosyn, sur quoi débarque, parce que sinon c'est pas drôle, un autre Atrociraptor. Attends. J'ai pas pu résister. Donc elle se fait prendre en chasse par le Raptor, le truc qui a une foulée moyenne de 4 mètres s'il te plaît. Mais bon, quand on se rappelle que dans le premier opus elle a distancé un T-Rex, en talon de 10, on se dit qu'on est plus à ça près. Donc elle bondit sur les toits, et finit sa course dans un camion qui amortit sa chute comme dans un Assassin's Creed. Et devine qui passait par là? Han Solo, bah ça alors. Elle décide de l'aider en volant le véhicule qui visiblement n'a pas besoin de clé pour démarrer. Owen sauve Omar Sy des Atrociraptors. Par la maman. Par la maman. Et il file rejoindre Claire à l'avion de Han Solo qui, pris de remords, décide finalement de les aider en les amenant chez Biosyn pour libérer Maisie. On va se barrer d'ici en avion, dis-moi où tu veux que je t'emmène. T'es déjà allé chez Biosyn? Donc on a le droit à une double course-poursuite assez stylée dans les rues de Malte. Enfin, ça serait un peu plus stylé si le comportement des PNJ était un peu plus crédible, mais... Au milieu de prédateurs, je fais de la trottinette. Tu vois le dino qui fait du 90 là? C'est celui que Claire a semé en basket tout à l'heure. Mais bon, elle en vient à bout grâce à un objet trouvé dans le camion. Ça s'appelle la barre de fer. Owen parvient à monter dans l'avion de justesse. Cette pollution est une terrible menace pour tous les écosystèmes marins. Owen et Claire arrivent aux abords de Biosyn, mais un dino volant décide de prendre l'avion pour sa femme. Donc l'avion en flammes va s'écraser, mais il n'y a qu'un seul parachute, et c'est Claire qui le prend. Cela dit, je sais pas si elle a fait une bonne affaire, puisqu'elle atterrit en pleine cambrousse, en plein dans la réserve à dinosaures de Biosyn. Et là, pareil, dans la scène qui suit, il y a rien qui va. Ici, on a un Therizinosaure qui passe à côté de Claire, suspendu, donc complètement vulnérable, et il s'en fout. 10 mètres plus loin, un autre mammifère, et là, pareil, il lui met un punch comme ça.
Donc moi, j'y connais rien en dino, je me dis que ça doit être un végétarien. Mais quand Claire arrive à se détacher, il essaye de la bouffer. Ça n'a aucun sens. Alors je me suis renseigné, mais figure-toi que les scénaristes ont rendu le dino aveugle, s'il te plaît. Comme ça, par facilité scénaristique, pour pas qu'elle se fasse bouffer quand elle est en haut, mais qu'elle se fasse poursuivre quand elle est en bas. Mais purée, si la scène marche pas, t'en réécris une autre, non, au lieu de donner des handicaps à des espèces éteintes. C'est honteux! L'avion en flamme, lui, s'est écrasé sur un barrage gelé, mais tout le monde est sain et sauf. Au passage, si un jour tu te retrouves sur de l'eau gelée, faut juste ramper pour répartir le poids. Marcher au ralenti, ça te rendra pas plus léger, à moins que ce soit pour laisser du temps pour qu'entre en scène la nouvelle version du Vélociraptor. Il paraît qu'il était attendu celui-là, hein, plus réaliste, plus petit, avec des plumes, et plus... Oh purée, ils en ont fait un hybride de Poiscaille, on y était presque. Sans suspense, ils en réchappent et s'enfoncent dans la brousse pour retrouver Claire. C'est là qu'on assiste à l'entrée en scène de la nouvelle star du film. Un giganotosaure. Ce qu'il y a de plus gros comme carnivore. Au même moment, chez Biosyn, le docteur Henry Wu, là, déjà présent dans le premier Jurassic Park, toujours là quand ça part en cacahuète, lui, explique à Maisie pourquoi il la retient ici. Mais Maisie, elle a pas trop l'air d'accord, donc elle libère le bébé Raptor, l'enfant de Blue, et elle se fait la malle. Maisie! Pendant ce temps, au sous-sol, tu te rappelles, on avait Alan et Ellie qui prélevaient de l'ADN de sauterelle pour prouver le complot de Biosyn. Mais ils y parviennent péniblement, et en sortant, ils retombent nez à nez avec Maisie qui vient de s'échapper. Vous êtes Ellie Sattler et Alan Grant. Tous les trois s'enfuient en prenant une navette. Tu tiens le coup? Ça va? Il faut le dire vite. Et le méchant Steve Jobs, là, en découvrant ce qui se passe, il décide d'effacer les preuves en carbonisant toutes les sauterelles. Je te rappelle qu'on a affaire à des missiles du Crétacé, ça soulève 140 au Jurassic Fitness Park et le verre blindé, c'est pas un problème pour eux. On se retrouve donc avec une nuée de sauterelles enflammées qui survolent la réserve naturelle. Claire, de son côté, toujours perdue dans la forêt, retombe sur un abri. Et au moment où il s'apprête à nous refaire un copier-coller de Jurassic Park avec le dino parapluie, c'est là qu'Owen débarque avec une attaque à la jugulaire. Dino qui, en plus d'être complètement cheaté dans la saga, ne conduit pas l'électricité, visiblement. Et pour faire fuir le reste du groupe, il suffit de froncer les sourcils et de balancer d'un ton ferme. Foutez le camp! Ça y est, y a plus aucune tension dans ce film. Donc là, il commence à pleuvoir des sauterelles enflammées, ce qui fait faire une sortie de route au 4x4 de Ian Malcolm qui, entre-temps, a rejoint Alan, Ellie et Maisie dans leur fuite. Les deux équipes, et donc les deux arcs narratifs, se rejoignent et tout le monde est réuni. Owen et Claire retrouvent enfin Maisie, retrouvailles de courte durée puisque devine qui débarque pour gâcher la fête. Un giganotosaure. C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Et là, on va assister à une série d'incohérences qui vont finir d'enterrer le film. Regarde là, il a juste à taper son croc, mais il bouge pas. Et juste après, quand il peut plus les bouffer, il se déchaîne jusqu'à tordre le métal. Et quand à nouveau il peut enfin les croquer, pareil, il bouge pas. Non mais regarde-moi cette image. Si en ayant les canines du prédateur à 30 cm des persos, il leur arrive rien, tu comprends qu'il pourra plus rien leur arriver. Tu sens qu'ils sont invincibles et que les dinos sont inoffensifs. Ça annule toute l'attention et le spectateur décroche. Bref, Ian Malcolm ramasse une sauterelle de l'apocalypse, sauf que là, au lieu de cavaler comme dans Jurassic Park, il tente le lancer de javelot. On savait que les dinos étaient faits à partir d'ADN de grenouilles, de varans, de crocodiles pour combler les trous dans le génome, mais je suis presque sûr que tu savais pas pour les dragons. Carrément, ça part en Game of Thrones malgré sa beauté, ce film est une purge. Ils arrivent tous à se réfugier dans l'abri en hauteur, mais un câble électrique, qui visiblement était de mèche avec le dino, attrape la cheville de Claire. Ça n'a plus aucun sens. Je te jure, manquerait plus qu'Owen se batte au corps à corps avec un cran d'arrêt. Ce film est une purge intégrale, je l'ai déjà dit, non? Chez Biosyn, la situation est devenue hors de contrôle. Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Donc tout le personnel évacue et notre petite équipe décide de se barrer en hélicoptère. Mais avant ça, il y a une quête principale, je te passe les détails, faut couper le courant pour rétablir un service, et une quête secondaire qui est de récupérer le bébé Raptor, l'enfant de Blue, parce que tu te rappelles, Owen l'avait promis au début du film. Je te la rappellerai. Donc la quête principale, ça se résout comme ça, parce qu'il faut pas déconner, c'est la version longue, on est déjà à 2h20 de film. Et la quête secondaire avec un enchaînement de... Par la maman, par la maman. Parce que ça fait déjà 3 films qu'on utilise le truc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Han Solo arrive en hélicoptère, mais les dinosaures ont pris possession du site suite à l'incendie. On la garde. Le plan est très stylé quand même. Tous les dinos, ça inclut donc les prédateurs, donc ça se frite entre le T-Rex et le Giganotosaure, et comme dans le premier opus, il y a aucune tension. C'est pas concernant, on sent qu'aucun être humain n'est en danger. Et là, ils vont même jusqu'à le dire à haute voix. Nous ne sommes pas concernés. Donc l'équipe s'en va presque en sautillant, sur quoi le dino aveugle de tout à l'heure là, il débarque, et ils se finissent le Giganotosaure à deux dans un combat éclaté. Non mais regarde-moi la mollesse de ce coup de griffe, s'il te plaît. Tiens, on dirait qu'ils sont en manque de magnésium. Toujours est-il qu'ils le terminent comme ça. Bon, ils ont l'air fiers d'eux. Donc, ils sont sauvés, ils révèlent tout aux journalistes. Owen rend bêta à Blue et ils rentrent tous dans leur chalet pour un happy end mielleux. Non mais regarde-moi ce plan, on dirait une pub, sérieux. Réservez vos prochains week-ends en famille sur centerparks.fr. Le film s'achève sur des plans extraordinaires de beauté où tous les animaux contemporains côtoient et coexistent avec les dinos. Je te laisse 10 secondes avec ça parce que, pouah, ce que c'est beau.
Voilà, Jurassic World 3, c'est l'archétype du film contemplatif. Une histoire qui sert de prétexte à faire de belles images, trop d'allers-retours entre les deux arcs narratifs, une tension inexistante, bref, un beau gâchis. C'est censé être le dernier de la saga, mais bon, j'y crois pas trop, je vois mal Amblin et Universal qui détiennent les droits mettre au placard une licence qui, malgré ses mauvaises critiques, rapporte encore $1 milliard. La magie des chiffres. Et en parlant de chiffres d'ailleurs, on voulait vous remercier pour le succès de la première vidéo qui... Voilà. On voulait vous remercier pour le succès de la première vidéo. Non mais plus sérieusement, allez la regarder si c'est pas déjà fait, likez, lâchez un petit com, que ce soit celle-là ou celle que vous êtes en train de regarder d'ailleurs, ça va nous aider à faire décoller la chaîne, et puis surtout, abonnez-vous pour être prévenu de ce qui arrive, parce qu'on vous prépare du lourd pour être allé au bout de cette vidéo, du fond du cœur.